l'invité de la matinale. KTO Radio. Plus 16%, c'est l'augmentation en 10 ans du déficit public en France, une dette que compte éponger le gouvernement en réalisant 10 milliards d'euros d'économies sur le budget de la sécurité sociale. Plusieurs annonces validées ou non ont circulé ces dernières semaines posant la question de l'impact sur les populations précaires et fragiles. Férouz Aziza, vous êtes notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur KTO Radio. Vous êtes chargé de mission à France Asso Santé. En quelques mots, dites-nous en quoi consiste l'association. Alors, France Asso Santé, c'est en fait une union d'associations. Nous avons près de 100 associations nationales qui ont un agrément en santé, donc agréé par le ministère de la Santé pour représenter les usagers. Et nous avons une mission principalement de représenter les usagers dans les différentes instances de santé, que ce soit les établissements ou d'autres instances type assurance maladie, etc. Et de porter les intérêts des usagers dans les différentes politiques de santé. Alors, dernière annonce en date du gouvernement pour réduire la dette de la sécurité sociale, un décret sur le partage des transports sanitaires qui prévoit un détour allant de 10 à 30 km par trajet. Expliquez-nous ce que c'est. Oui, alors en fait, c'est une mesure qui a déjà été votée dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Et là, c'est le décret en fait d'application qui vient, il n'est pas encore paru, c'est le projet de décret est sorti, mais le décret n'est pas encore voté, qui va en fait donner les conditions de mise en œuvre de cette disposition qui était en fait pour nous une disposition un peu punitive, puisqu'elle vient mettre en vigueur le fait qu'il y aura on va dire une pénalisation de la prise en charge des transports individuels par rapport aux transports collectifs, ce qu'on appelle les transports partagés. Donc, en gros, l'idée, ce sera de dire que les personnes qui choisiront un transport individuel alors qu'on leur prescrira un transport collectif seront pénalisées dans le remboursement de ce transport. Voilà en gros ce que ça veut dire. Et qui sont les personnes directement concernées par cette mesure ? En gros, il s'agit des transports non urgents, c'est-à-dire c'est des transports programmés. Donc évidemment, qui sont concernés le plus par les transports programmés, ce sont les personnes qui ont une maladie et qui ont besoin de soins, on va dire, assez réguliers. Donc, nous, on est un petit peu inquiets parce que aujourd'hui, la qualité des transports, et notamment les transports collectifs, puisque les transports partagés, ça existe déjà, c'est pas nouveau, c'est déjà mis en œuvre. Et nous, dans les retours que nous avons au niveau des associations, ce qu'on nous dit, c'est que c'est quand même extrêmement dégradé parfois, avec notamment des vrais rallongements de temps. Que ce soit de temps de trajet, mais de délai d'attente quand on doit attendre les rendez-vous des uns et des autres ou de charger les uns et les autres. Parfois, on a plus d'1 heure, 1 heure et demie, voire parfois même 2 heures de plus de temps en transport collectif. Voilà, et c'est ce qui nous inquiète un petit peu dans cette mesure pénalisante, c'est de dire aux personnes, vous allez être pénalisés financièrement si vous choisissez un transport individuel, alors que dans les faits, on n'a pas du tout d'évaluation aujourd'hui qualitative du transport. C'est-à-dire que ça n'a jamais été évalué. Nous, on a, c'est les retours des personnes, mais on n'a aucune évaluation qui a été faite en amont pour s'assurer que le transport partagé il correspond bien aux critères de qualité qu'on peut attendre, surtout pour des personnes qui ont souvent des pathologies qui peuvent être lourdes. On parle de malades chroniques qui peuvent avoir des dialyses, qui peuvent avoir des chimiothérapies, des radiothérapies, des rendez-vous très nombreux, donc des soins qui peuvent être lourds, répétés. Et donc, voilà. Et donc, si par exemple une dialyse, je ne sais pas, 3 fois par semaine, je vous dis un exemple, ça veut dire que ces personnes-là qui sont dans un état quand même de fragilité, si en plus des dialyses qui sont longues, ça peut parfois être un peu loin du domicile déjà, qu'on rajoute du temps, ça peut quand même créer de vraies difficultés en termes de qualité. On a même des exemples un peu concrets de personnes qui ont eu, après une intervention chirurgicale, donc le retour au domicile, sur du transport partagé, une personne qui a eu plus de presque 1 heure et demie en fait de rallongement de trajet,
alors que cette personne était douloureuse, avait eu un antidouleur, si vous voulez, bien avant le trajet, puisqu'il a fallu attendre les autres personnes, plus le rallongement du trajet, donc ça a fait du temps et l'antidouleur ne fonctionnait plus. C'est-à-dire que les douleurs étaient revenues pendant le trajet et il n'avait pas moyen d'être soulagé. Donc voilà, on dit, nous, on a attention, on n'est pas du tout opposés, hein, nous, au transport partagé. On pense que ça peut tout à fait être adapté à certaines situations voilà, de consultations un peu plus ponctuelles, etc., où il peut y avoir plusieurs personnes qui ont des rendez-vous au même endroit, je dirais pourquoi pas, mais sur des pathologies lourdes, aujourd'hui, tant qu'on n'est pas garanti que la qualité, elle est au rendez-vous, on est opposé à ce qu'on mette en œuvre un système de pénalisation. Autre mesure, la réduction de la prise en charge des affections longue durée. De nombreuses associations sont montées au créneau, dont la vôtre, France Asso Ouais. Santé. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a depuis annoncé que le gouvernement ne touchera pas à la prise en charge des ALD. Comment les personnes concernées, qui sont encore une fois des personnes qui ont des maladies chroniques de longue durée ou des cancers, ont vécu cet épisode? Vécu très douloureusement parce que, encore une fois, on se dit: «Bon, bah, alors pour trouver des économies, on va aller, dans la poche, en fait, des malades, des personnes les plus malades». Parce que les personnes en ALD, vous l'avez bien dit, ce sont des personnes qui ont des maladies chroniques de longue durée, des soins coûteux et donc nombreux. Ce sont des personnes qui ont déjà des restes à charge très élevés, hein, il faut le savoir, hein. C'est pas parce qu'il y a une prise en charge à 100 des soins que tout est pris en charge. C'est loin d'être le cas puisqu'on sait qu'en valeur absolue, ce sont elles qui ont le plus de restes à charge. Elles sont soumises au dépassement d'honoraires et c'est elles qui sont le plus soumises puisqu'elles voient le plus de médecins. Donc forcément, elles sont le plus soumises à ce type de frais, mais aussi à plein d'autres frais qui ne sont pas du tout pris en charge aujourd'hui par l'assurance maladie. Et donc voilà, donc ça a été une vraie inquiétude. Alors on a eu bien ces annonces effectivement indiquant qu'ils revenaient un petit peu en arrière, mais néanmoins ce qu'on sait, c'est qu'il y a bien, une mission aujourd'hui, de l'IGAS et de l'IGF, hein, donc l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection, des finances, qui font un rapport sur l'ALD puisque nous avons été nous-mêmes auditionnés d'ailleurs, hein, dans le cadre de ce rapport. Donc ça veut dire qu'il y a bien un rapport en cours. Donc ils vont en faire quelque chose de ce rapport, hein, sur les ALD. Donc nous, ce qu'on craint en fait, c'est que même si on ne touche pas au principe de l'ALD qui est une prise en charge à 100, voilà, ça je ne pense pas qu'ils vont toucher à ce principe-là. En tout cas, ils ont annoncé qu'ils n'y toucheraient pas. Donc il y aura pas ils reviendront pas sur le fait, a priori, qu'il y a bien une prise en charge à 100 des soins. Mais ça n'empêche que dans les faits, ils peuvent très bien durcir, par exemple, l'accès, voilà, être plus regardants sur l'accès aux ALD, c'est-à-dire, au dossier, hein, quand on fera une demande d'ALD, est-ce qu'il faudra qu'on évalue, est-ce qu'il y aura plus de refus, par exemple, de justement, hein, de personnes qui vont se voir refuser des ALD, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui? Est-ce qu'au niveau du panier de ce qu'on appelle le panier de soins, c'est-à-dire ce qui est pris en charge, il y a des choses qui vont considérer que ce n'est pas dans le cadre de l'ALD puisqu'on sait qu'ils regardent, hein, notamment les ordonnances et cetera, ce qu'on appelle les ordonnances bisone, c'est-à-dire de vérifier que, les choses qui ne sont pas en lien avec l'ALD ne sont pas prescrites en ALD. Voilà, on n'a pas vraiment d'idée de ce qui va être, mais en tout cas, on reste inquiet. On pense qu'il risque quand même y avoir des mesures restrictives dessus, donc on reste extrêmement vigilant. À un niveau plus macro, Férouz Aziza, quel est le point de vue de votre association sur la dette de la sécurité sociale? Alors bon, là, on parle de dette publique d'une manière un peu générale, hein, dans les annonces qui ont été faites, mais si on parle de la sécurité sociale, alors on sait qu'il y a une dette importante qui s'est recreusée avec le Covid, avec la crise sanitaire évidemment, puisque on va dire l'assurance maladie notamment a été extrêmement amortisseur, hein, elle a été centrale, il y a eu beaucoup de choses prises en charge, mais il y a eu aussi des choix politiques qui ont été faits de tout mettre sur la sécurité sociale. Enfin, en tout cas, la dette Covid presque intégralement a été mise sur la caisse d'amortissement de la sécurité sociale. C'est un choix que nous, on a un petit peu critiqué, hein. On pense qu'il y a des choses qui ne relevaient pas de la sécurité sociale, hein. Pourquoi le chômage partiel, les aides aux entreprises, tout ça relevait forcément de la sécurité sociale, on se pose la question. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a bien sûr des économies, que c'est un équilibre fragile et qu'il faut être attentif. Mais les économies, nous, on les voit à beaucoup plus long terme. C'est-à-dire qu'on dit qu'il faut absolument investir dans la prévention. On sait que c'est la prévention qui va amener des économies très importantes sur le long terme. Hein, la prévention des cancers, nous on parle aussi de la question de l'alcool, etc., du tabac. On a fait des propositions par rapport à tous ces produits néfastes à la santé.
il y aurait des choses à faire pour les prévenir et prévenir justement ces maladies chroniques qui sont de plus en plus nombreuses et qui évidemment coûtent de l'argent. Donc il faut prévenir, mais ça demande un peu d'investissement au départ. Voilà, mais il faut avoir ce courage-là et avoir une vision à long terme. Et puis, il y a tout ce qui est pertinence, qu'on appelle la pertinence non seulement des prescriptions, parce qu'on peut parler du médicament, parce qu'il y a eu toute l'histoire des franchises aussi qui sont passées par là, hein, il ne faut pas l'oublier. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que avant le patient, bah, il y a le prescripteur, en fait. Donc, c'est au niveau du prescripteur aussi qu'il faut agir. Donc pour réduire les dépenses de la sécurité sociale, ne pas forcément les faire peser en premier lieu sur les personnes fragiles. Oui, bah, complètement. Nous, c'est nous ce qu'on reproche, c'est-à-dire qu'on va activer un levier qui est le plus facile puisqu'on n'a pas, nous, beaucoup, on n'a pas la même force, on va dire, que d'autres, hein, que d'autres acteurs pour, pouvoir peser, on va dire. Donc c'est les plus faciles, en fait, c'est d'aller, directement piocher dans la poche. On l'a vu avec les franchises médicales, on le voit là avec la question des ALD, les transports, voilà, c'est pareil, hein, ça va être des restes à charge pour les usagers supplémentaires, alors que nous, on dit qu'il y a d'autres choses, à mettre en avant et c'est vraiment, hein, des économies sur les plus long terme. Il faut avoir une vision de long terme, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui. Vous avez le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est tous les ans. Nous, on dit il faut avoir une vision pluriannuelle des dépenses avec, surtout que c'est sur des choses à plus long terme qu'on propose des économies de court terme. En gros, sur les ALD, on dit, bah, il va y avoir une augmentation continue, mais on propose des économies tout de suite en allant regarder le régime ALD. Or non, il faut prévenir la maladie chronique. Voilà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut s'attaquer aux maladies et pas aux malades, en Et à réalité. et à la lumière de ces débats, quelle place accorde-t-on aujourd'hui à la solidarité envers les plus fragiles dans notre système de santé? Bah, nous, ce qu'on dit, c'est qu'elle existe, hein. Il y a quand même des systèmes de protection, on va dire, des plus vulnérables, avec notamment, on peut penser à la complémentaire santé solidaire, qui est une aide, hein, à la complémentaire santé pour ceux qui ont le moins de revenus, mais c'est vraiment ceux qui ont le moins de revenus parce que les taux, les plafonds sont très, très bas. C'est en dessous du seuil de pauvreté pour pouvoir accéder à ce taux. Et puis, bon, vous avez aussi l'aide médicale d'État dont on peut parler, hein, qui est, pour les personnes qui sont dans des situations de très grande précarité, en situation irrégulière notamment. Mais là aussi, hein, vous voyez bien qu'il y a aussi tout un mouvement de réformer aussi cette aide médicale d'État, alors que bah, ça va être un vrai risque et pour ces populations-là qui sont extrêmement précarisées et pour la santé publique en plus, si on vient restreindre en fait la protection maladie de ces personnes-là. Et en quelques mots pour terminer cette interview, Férouz Aziza, vers quelle médecine se dirige-t-on demain selon vous? On a déjà la problématique des déserts médicaux, mais je vous parlais tout à l'heure des dépassements d'honoraires. Ça, c'est aussi pour nous un vrai problème. Les dépassements d'honoraires ont explosé, hein, c'est vraiment une explosion. On a aujourd'hui, en fait, les nouveaux médecins qui s'installent au niveau des spécialistes, hein, des médecins spécialistes, parce que c'est eux, hein, qui font du dépassement d'honoraires, puisqu'ils peuvent s'installer en secteur 2. Et ben, on a presque 70% des nouveaux médecins qui s'installent en secteur 2. Vous voyez? Donc, on sait que de plus en plus, on va avoir toute une partie de la population qui n'aura plus du tout d'accès à des consultations de spécialistes sans dépassement d'honoraires. Donc, ça va créer une vraie problématique. Et donc, si on rajoute des restes à charge complémentaires, et ben, on va encore renforcer cette médecine à deux vitesses. Merci beaucoup Férouz Aziza d'avoir réagi sur l'antenne de KTO à l'actualité Je autour vous en prie. des réformes de santé liées à la dette publique et notamment les économies qui peuvent et qui vont être réalisées sur la sécurité sociale. Je rappelle le nom de votre association France Asso Santé. Merci beaucoup encore une fois et bonne journée à vous. Merci. Au revoir.